En direct. Bonjour à tous, à vous qui nous rejoignez sur LinkedIn pour notre webinaire intitulé Management affranchi du contrôle. Donc, merci pour votre présence. Nous sommes avec Fabrice Debloc qui jouera le rôle de maître de cérémonie pour notre webinaire et Youssouf Chotia. Voilà, donc ce webinaire fait partie d'une série que nous avons commencé il y a environ un mois dans le cadre de la préparation de la sortie de notre ouvrage Management Made in China. Et donc aujourd'hui, nous allons plus particulièrement nous focaliser sur l'aspect management. Est-ce qu'il est possible de se libérer du contrôle? Est-ce que c'est même souhaitable? Voilà. Donc je vais tout de suite passer la parole à Fabrice qui va introduire le webinaire. Eh bien, bonjour à tous, effectivement, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire consacré au management libéré. Peut-on s'affranchir du contrôle? Je suis en présence de Jérôme Delacroix qui vient d'introduire rapidement ce webinaire et de Youssouf Chotia. Jérôme, Youssouf, je vous laisse vous présenter brièvement, peut-être Youssouf. Bah, avec plaisir, mais peut-être Fabrice que tu peux aussi dire un petit mot sur qui tu es. Oui, bien sûr, moi, je suis journaliste et spécialisé sur les thématiques du digital et du développement durable. Et puis, je m'intéresse aussi à ces sujets-là on va dire, d'entreprise libérée, de responsabilisation, d'holacratie, enfin voilà, toutes les thématiques qu'on va pouvoir voir aujourd'hui ensemble. Merci Fabrice. Bon, je te laisse Youssouf te présenter. Ça marche. Donc aujourd'hui, moi j'ai 20 ans d'expérience en entreprise, une dizaine d'années sur Paris, un peu plus 11 ans sur Toulouse, actuellement sur Toulouse dans le domaine du spatial, et avec pas mal de recul sur le management, que ce soit dans des structures de 200 personnes à 4000, voire 50 000 personnes, actuellement chez Thales. Et un vrai questionnement qui a démarré il y a 3 ou 4 ans sur les manières de faire, sur les nouvelles tendances, en particulier par exemple dans le domaine informatique, on a vu apparaître tout ce qui était autour de l'agile. On a vu aussi les méthodes telles que l'holacratie, la sociocratie également, et un livre très très intéressant qui date de 2012 et que je pense ceux qui s'intéressent au sujet ont lu, c'est Frédéric Laloux, Réinventer les organisations, hyper intéressant. Et donc je me suis intéressé à comment faire autrement. Et c'est comme ça qu'on a découvert un modèle de management made in China, dont on parlera pendant la demi-heure ou les 45 minutes qui suivent. Voilà, Merci Jérôme. Youssouf. Donc Youssouf et moi, on se connaît depuis une vingtaine d'années. Donc pour la petite histoire, on s'est connus à l'époque où j'avais écrit mon premier livre autour de 2005 sur la technologie des wikis. Donc Youssouf et moi, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est phénomène coopératif et innovation en management. Et puis ensuite, nos chemins ont divergé et Youssouf a repris contact avec moi l'année dernière pour me proposer un beau défi qui était d'écrire un livre autour donc de l'entreprise chinoise Haier. Donc moi, je ne connaissais pas les particularités de cette entreprise et de son modèle de management. Et donc Youssouf m'a expliqué ça en quelques mots et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant, à la fois parce que c'est hyper novateur en matière de management. On en parlera tout à l'heure, hein. Il propose justement un management affranchi du contrôle avec une large autonomie qui est laissée aux salariés. Et puis en plus, il se trouve que pour des raisons à la fois professionnelles et personnelles, je m'intéresse beaucoup à la Chine. Et donc, ailleurs étant une entreprise chinoise, ça me paraissait hyper intéressant de pouvoir étudier ce cas précis et voir en fait comment ça pouvait ou pas être généralisé chez nous. Voilà, donc ça fait maintenant à peu près un an qu'on travaille, Youssouf et moi, sur l'écriture de ce livre. Voilà. Et peut-être une précision technique par rapport à l'outil au streaming. Normalement, les personnes qui assistent peuvent poser des questions et on doit, nous, pouvoir les recevoir et même les afficher à l'écran. Donc, moi, j'ai pas réussi à faire un test, mais s'il y a une des personnes qui participe au webinaire, peut-être qu'en tant qu'invité, c'est plus simple.
Donc l'outil le permet. Normalement, on prendra les questions en fonction voilà, des thématiques et du sujet pour que ce soit un peu plus interactif que simplement nous entendre parler. Voilà. Donc c'est une première pour nous avec cet outil. Si vous avez des questions, je crois que vous devez les poser en commentaire sur le message LinkedIn de l'événement. Si Voilà. jamais ça ne fonctionnait pas, vous pouvez aussi, pour ceux qui sont en contact avec moi, me l'envoyer directement en message sur LinkedIn. Alors Jérôme, normalement, il y a Daniel Birken qui a mis un commentaire. Peut-être que toi, tu peux l'afficher. Je ne sais pas si tu le vois. Un petit bonjour, voilà. Donc Bien, ça bonjour Daniel. fonctionne. Merci. Ok. Alors, bon, voilà, les mots-clés, on en a déjà prononcé un certain nombre. Entreprise libérée, responsabilisation, holacratie. Les concepts ne manquent pas aujourd'hui pour tenter de redonner un sens au travail, une motivation, un engagement aux collaborateurs. Et on a assisté à un certain nombre de phénomènes de grande ampleur, comme la grande démission. Et puis aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de quiet quitting. Donc, peut-être commencer par une première partie qui concerne les problématiques auxquelles les entreprises sont confrontées aujourd'hui. Absolument. Tout à fait. Ah, ben Donc, après cette première diapo avec une citation du patron emblématique de Hire, nous encourageons les salariés à devenir entrepreneurs parce que les gens ne sont pas un moyen en vue d'une fin, mais une fin en eux-mêmes. Notre but est de laisser chacun devenir son propre patron. Donc, nous allons voir comment faire et jusqu'où est-ce que c'est possible. Et effectivement, comme tu le disais, Fabrice, commençons par évoquer les problèmes auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui. Voilà. Du coup, voilà, par rapport à cette problématique, elle parle à peu près à toutes les personnes qui s'intéressent au sujet. On a voulu mettre en évidence finalement deux approches. Le point de vue des dirigeants qui sont confrontés, alors plutôt pour les grandes entreprises, donc par rapport à une lenteur de l'innovation, à des fonctions support qui finissent par prendre une ampleur démesurée et qui finissent par ralentir ou contraindre certaines productions de l'entreprise. Un enjeu assez régulièrement qu'on revoit, c'est comment grandir sans ralentir. C'est une vraie problématique par rapport aux PME. Et surtout, et on va le voir, c'est vraiment une question qui a taraudé le patron, Zhang, comment maintenir son leadership et son dynamisme dans le temps. Donc on va voir, lui, il a réussi en 20-25 ans à être le numéro 1 de son secteur. Et il s'est posé la question, c'est une fois que je suis arrivé au sommet, comment je fais pour m'y maintenir. Et donc ça, c'est vraiment la partie un peu plus orientée dirigeant. Et dans la même problématique, au sein de l'entreprise, on a les salariés qui ne sont pas vraiment heureux. Donc, on a des problématiques de désengagement, des employés qui ne voient plus le sens et la raison d'être des entreprises. Un deuxième point alors peut-être qu'on en parle moins, c'est le micromanagement. Finalement, la relation directe avec certains managers qui peuvent être problématiques par rapport à des contraintes sur le comment plutôt que sur l'objectif à atteindre. Et donc, cette perte de sens, des bullshit jobs, dont un livre est sorti il y a quelques années. Et également, donc, avec le Covid, et 2 ans après le Covid, là, on s'aperçoit, alors aux États-Unis d'abord, et peut-être un peu dans quelques temps en France, cet aspect qu'on évoque avec le quiet quitting. Et surtout, alors le point qu'on aimerait, qu'on voulait mettre en avant, c'est finalement que il n'y a pas de dichotomie en fait à faire par rapport à toutes ces problématiques au sein de l'entreprise. Et si on peut apprendre une chose de Ayer en particulier, c'est cette manière de voir l'ensemble de ces problèmes comme un tout, plutôt que de les dissocier un par un et de faire des plans d'action pour chacune des problématiques. Ce que tu dis, Youssouf, en fait, en un mot, c'est que les problématiques des dirigeants et les problématiques des collaborateurs, finalement, pour Hire, c'est la même chose.
Voilà. Pour ailleurs, c'est la même chose. Et nous, on est convaincus que faut pas qu'on dissocie les problématiques des uns et des autres. Il n'y a pas le dirigeant qui veut innover rapidement, etc., et qui se pose la question pourquoi mes employés, mes salariés n'y arrivent pas. Et les salariés qui disent moi j'aimerais bien faire, mais j'ai trop de contraintes, on me demande d'avoir du résultat et on m'impose la manière de faire. Et finalement, c'est une manière, alors c'est peut-être aussi culturel, c'est que nous, on est assez cartésiens, on aime bien découper les problèmes en petits morceaux pour les adresser individuellement. Et finalement, peut-être que de manière contre-intuitive, il faut, dans certains cas, arrêter de les découper, les petits problèmes, un par un, et plutôt que les adresser un par un, d'y réfléchir de manière globale. Et ben, on en parlera. Voilà, tu parles de découper. Effectivement, on va voir dans la slide suivante, effectivement, que c'est une approche souvent occidentale, la scission. Nous avons une question de Daniel qui nous demande s'il sera possible de recevoir les slides et d'avoir accès au replay. Alors effectivement, vous pourrez accéder au replay sur la page LinkedIn de l'événement. Et puis, nous diffuserons également les slides sur le blog du livre qui est chinese-management.com. Donc, vous pourrez tout retrouver, pas d'inquiétude. Ok, ça marche. Oui, donc cette réponse de la séparation, de la scission, est-ce qu'on peut en avoir un aperçu du coup dans la slide suivante? Voilà, donc ça c'est le deuxième point finalement très d'actualité dont je pense, enfin voilà, il y a Renault et Atos, je pense qu'on en a entendu parler assez récemment. C'est des entreprises qui sont confrontées à des vrais bouleversements de leur marché historique. Et alors Kellogg's, dans une moindre mesure également, ont décidé finalement de dire ce sont deux métiers différents. Alors clairement, le thermique et l'électrique pour Renault, l'infogérance d'un côté et tout ce qui est alors access management, supercalculateur pour la partie informatique. Effectivement, ce sont deux métiers différents, c'est des business models différents, et le choix occidental va être de dire on ne peut pas gérer ces deux métiers au sein de la même structure. Donc c'est un choix qui a été fait aujourd'hui par les grandes directions. Et ce que ça m'inspire finalement, c'est peut-être alors vraiment une optimisation ou une suroptimisation, ce que j'ai appelé suroptimisation sur un modèle donné, et qui fait que on est tellement optimisé qu'on ne sait pas gérer deux business models différents. Alors que, un des points intéressants chez Haier, c'est de se dire, ils ont réussi, alors peut-être un peu mieux que nous, à gérer cette diversité avec la même structure. On le verra. Enfin, Haier, c'est pas de la haute technologie, c'est vraiment leur métier de base, c'est l'électroménager. Et avec ce métier de base, ils ont réussi, on le verra plus tard, par exemple, à développer une activité complètement différente qui est des PC de gamers. Il y avait un marché à prendre et ils ont réussi à développer ce marché-là. Il y a tout l'aspect vaccination aussi par rapport au Covid. Et finalement, au sein de la même structure, ils n'ont pas de mal, ou en tout cas alors moins que nous, à gérer des business models différents avec des activités capitalistiques ou pas, très très différentes. Donc, ce que tu dis par rapport à la slide précédente et par rapport à cette slide-là, c'est que à la fois en ce qui concerne les problématiques vues du point de vue des dirigeants et des collaborateurs et les business models, il y a une approche qui est différente ailleurs, ou peut-être les entreprises chinoises, dans leur globalité, je ne sais pas, ont tendance à avoir plus de facilité à concilier ces enjeux qui apparaissent comme opposés par rapport à l'approche occidentale. Voilà, et une dernière chose, alors c'est peut-être pas, enfin on le verra avec Jérôme, hein, il y a plein d'idées que Haier est allé chercher aux États-Unis et ailleurs. Et une idée par rapport à ça, un livre qui n'est pas très connu en France, il s'appelle Zone to Win,
de Jeffrey Moore. Et alors, c'est l'auteur, peut-être qu'il est plus connu pour son bouquin sur l'innovation. C'est aussi l'auteur de Crossing the Chasm, qui est un peu plus connu pour la diffusion de l'innovation. Et dans ce nouveau livre, donc Zone to Win, il explique comment les entreprises doivent gérer différents métiers, ou les activités qui sont standardisées, etc., qui rapportent de la rentabilité à court terme et au jour le jour, les activités support et toutes les nouvelles activités qui sont naissantes, qui ne sont pas forcément rentables, mais qui peuvent être, on va dire, les vaches à lait à 2, 3, 4 ans. Et il explique très bien dans son bon livre comment les entreprises devraient avoir ces quatre types d'activités au sein de l'entreprise et comment elles doivent les gérer de différentes manières. D'accord. On va peut-être passer maintenant à l'entreprise ailleurs, à en savoir un petit peu plus. Exactement. Donc, on a vu les problèmes qu'on rencontre, nous, en Occident. On va essayer maintenant d'examiner les solutions qui ont été apportées par ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ailleurs? Bon, c'est une entreprise qui n'est pas forcément hyper connue en France. C'est une marque qui aujourd'hui existe en Occident, mais qui est encore peu connue. Si je vous parle de Proline, ça vous parlera peut-être davantage, puisqu'en fait, ailleurs a commencé à diffuser ses machines à laver sous des marques distributeurs, chez des distributeurs comme Carrefour, Auchan, etc., avec des marques de type Proline. Derrière, c'était bien ailleurs. Donc, qu'est-ce que c'est que cette entreprise? Eh bien, c'est une entreprise d'électroménager qui est née quelque part dans une ville portuaire de la Chine qui s'appelle Qingdao. Et donc, c'est une entreprise qui avait pas mal de difficultés dans les années 80, puisque dans cette décennie-là, les Chinois commençaient à s'équiper avec un début de décollage économique, mais les produits étaient globalement de mauvaise qualité. Et en fait, la plupart des entreprises ne se souciaient absolument pas de la qualité parce que comme on était encore un peu en phase de pénurie, même les produits médiocres trouvaient preneurs. Les consommateurs chinois à l'époque prenaient ce qui était disponible sur le marché et donc il n'y avait pas une préoccupation importante pour la qualité. Le problème, c'est que la décennie 80, c'est la décennie des réformes de Deng Xiaoping, donc l'ouverture en particulier aux entreprises étrangères qui avaient maintenant la possibilité de faire du business en Chine. Et donc, cette situation de sous-qualité ne pouvait pas perdurer sous peine, en fait, pour les entreprises chinoises de perdre leur marché domestique. Donc, c'est ce qui a poussé la municipalité de Qingdao, qui était un actionnaire principal de la société, à chercher un nouveau dirigeant pour moderniser un petit peu l'entreprise. Et donc, c'est un certain Zhang Zhuimin qui a été recruté pour relever le défi. Il faut savoir que l'entreprise était quasiment au bord de la faillite à ce moment-là. Et donc, l'accent a été mis sur la qualité. Et là, vous avez à l'écran une photo emblématique d'un épisode qui a marqué les esprits, qui est une visite faite par Zhang dans les ateliers de ce qui allait devenir ailleurs. Et il a constaté que tout un lot de réfrigérateurs fabriqués était en fait bourré de défauts. Et donc, il a demandé à ses salariés de prendre un marteau et de fracasser ces frigos parce que c'était quelque chose qui n'était plus du tout acceptable. Et donc là, vous avez un ouvrier qui est en train de détruire un frigo défectueux. Et cet épisode a beaucoup choqué à l'époque parce que c'était des machines qui avaient une valeur marchande, qui auraient trouvé preneur sur le marché chinois sans difficulté. Et ce sont des machines qui représentaient peut-être l'équivalent de plusieurs mois de salaire du chinois moyen. Donc, ça a vraiment marqué les esprits. Comment est-ce qu'on peut comme ça détruire des objets qui pourtant ont de la valeur? Ces objets avaient peut-être de la valeur, mais c'est une valeur de l'ancienne époque. Et Zhang avait bien compris que ça ne pourrait pas continuer comme ça. Okay. Donc, c'est un petit peu le mythe fondateur de l'entreprise ailleurs. Donc, c'était une première étape. Donc, la première étape, ça a été en fait de mettre l'accent sur la qualité. D'ailleurs, un partenariat a été conçu avec l'entreprise allemande Liebherr, donc qui était justement réputée pour la qualité de ces machines d'électroménager. Zhang se rendra en Allemagne d'ailleurs pour visiter les chaînes de production de Liebherr. Et donc, il y a eu d'abord toute une inspiration
sur les méthodes de qualité occidentales, allemandes en particulier. Et ensuite, on verra que, d'ailleurs, le président Zhang ne s'est pas gêné pour s'inspirer des méthodes occidentales de management, en particulier les méthodes de Peter Drucker, pour en fait redresser l'entreprise. D'accord. Et ça a très bien marché, puisque en l'espace de 40 ans, Haier est devenu le numéro 1 de son secteur. Si on peut citer quelques chiffres, aujourd'hui, Haier emploie 70 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars. Ça, ce sont des chiffres de 2020 en forte augmentation. Alors, donc, c'est vraiment une grande réussite. ok, alors ce dirigeant, il a mis en place aussi autre chose. Tu vas nous en parler, vous allez nous en parler, les micro-entreprises. En quoi cela consiste-t-il? Exactement. Donc effectivement, comme je disais, au début, il y a eu une inspiration sur les méthodes occidentales, avec finalement un management très contrôlant. C'est-à-dire que la première chose qui a été faite, c'est de mettre en place des procédures très strictes, du reporting, presque du micromanagement en fait. Mais ça a été vécu en fait comme un mal nécessaire, comme une première étape pour redresser l'entreprise. Donc ça, c'est peut-être justement un sujet de débat sur le management affranchi du contrôle. Est-ce que c'est valable pour toutes les entreprises? Est-ce que c'est valable pour toutes les maturités d'entreprise? En fait, dans le cas de Haier, au départ, au contraire, il y a eu une reprise en main, une reprise en contrôle de l'entreprise par le nouveau dirigeant. Et puis, une fois que l'entreprise a été remise sur les rails, il y a un espèce de plafond de verre qui a été atteint. L'entreprise n'arrivait plus à croître. Et donc, le président Zhang a réfléchi sur la manière dont il pouvait innover. Pas simplement s'inspirer de Peter Drucker et des méthodes allemandes ou américaines, mais faire du nouveau. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, 2005, première étape, 2012, deuxième étape vraiment plus importante, qu'il a développé son propre modèle qui s'appelle le Zhendan Hui. Donc voilà, ce sont les caractères colorés que vous voyez sur la diapositive. Donc le premier caractère, c'est Zhen, qui veut dire l'être humain en chinois. Donc l'être humain, le salarié en réalité. Ensuite, vous avez Dan, le caractère en jaune, qui dans ce contexte veut dire les attentes du consommateur. Et Hui, qui est en fait la conjonction des deux. Comment est-ce qu'on peut donc associer, mettre en ligne, mettre en phase les attitudes et les comportements des salariés et les attentes des consommateurs. Donc en fait, on est dans un modèle de ce qu'on appelle la distance zéro avec le consommateur, la recherche de faire en sorte que tous les salariés se sentent responsabilisés et se sentent au service du client. Donc dit comme ça paraît un petit peu une incantation, mais alors la manière dont ça a été fait, ça a été de diviser l'entreprise en unités autonomes. La première étape, autour de 2005, c'était des unités autonomes de production. Donc, en fait, l'entreprise était divisée en plusieurs milliers de ces unités avec une certaine marge de manœuvre. Et à partir de 2012, on a vraiment le Zhendan Hui en tant que tel qui a été mis en place, où en fait, ces unités autonomes ont pris réellement la forme de micro-entreprises. Donc, en fait, Haier a été divisé en plusieurs milliers de micro-entreprises, d'une vingtaine de personnes, chaque micro-entreprise ayant la possibilité de définir ses propres objectifs commerciaux, ses propres objectifs de rentabilité, de chiffre d'affaires. Et le leader de chaque micro-entreprise a une marge de manœuvre vraiment très importante pour pouvoir former ses équipes, embaucher, débaucher. Il a d'ailleurs accès à un pool de talents en interne, mais il peut également puiser à l'extérieur de Haier. Chaque leader de la micro-entreprise a aussi la possibilité de définir sa grille de rémunération avec une large partie de variables. Et en fait, donc l'entreprise s'est structurée comme ça, en un écosystème de micro-entreprises reliées entre elles par des relations contractuelles. Donc on a des relations clients-fournisseurs qui se sont vraiment généralisées dans l'entreprise et qui sont également ouvertes sur l'extérieur. Voilà. Donc l'idée en fait étant que de développer l'esprit d'entreprise, puisque chaque ME, chaque micro-entreprise, doit servir des clients qui peuvent être des clients internes. Par exemple, on a des micro-entreprises qui font du recrutement ou qui proposent des services de ressources humaines à d'autres micro-entreprises du groupe.
Donc ça, c'est un premier cas de figure. Où on a également des micro-entreprises qui servent directement le marché extérieur. Voilà, donc tout est géré comme ça. Et ce qui est vraiment intéressant, du coup, c'est puisque Vaillard parlait tout à l'heure de ce qu'on fait plutôt en Occident, où on fait des scissions, on sépare les choses. Bien là, en fait, on a séparé les choses chez ailleurs, mais en interne. C'est-à-dire qu'on a cette conjonction à la fois d'une grande autonomie en interne et d'une grande ouverture sur l'extérieur. Alors, tu parles d'une grande autonomie, tu disais tout à l'heure une marge de manœuvre très large. Quel est le périmètre précis de cette autonomie? Jusqu'où va cette autonomie? Alors, on en a déjà évoqué quelques aspects. Donc, ça porte sur le recrutement, sur la rémunération, sur les objectifs qu'on se fixe. Et en fait, ça prend la forme d'une véritable place de marché interne. C'est-à-dire que chacun, chez ailleurs, peut prendre l'initiative de porter un projet et de décider, de proposer la création d'une micro-entreprise. Et donc, chacun a la possibilité de faire un business plan qui soumet à un comité d'évaluation. Et si ce business plan est validé, Higher Group va décider d'allouer des fonds pour permettre en fait à cette personne porteuse de projet de créer sa micro-entreprise, de créer son équipe, etc. Et ensuite, sur une période qui peut aller de 1 à 3 ans, on va voir si effectivement cette personne atteint ses objectifs. Si elle atteint ses objectifs, très bien, elle est maintenue. Et sinon, ce qui est très intéressant aussi, c'est que si le leader de la micro-entreprise n'atteint pas ses objectifs de manière répétée, eh bien, ce leader peut être remplacé par un remplaçant qui est connu dès le départ et qu'on surnomme chez ailleurs le poisson-chat. Le poisson-chat, en fait, c'est une analogie qui vient du milieu de la pêche, puisque parfois les pêcheurs ont l'habitude, lorsqu'ils prennent des poissons, de mettre à l'intérieur un poisson-chat avec leur prise. Le poisson-chat étant là, en fait, pour maintenir les poissons qui seront vendus sur les étals en état d'activité, pour qu'ils continuent à bouger, en fait, et qu'ils arrivent frais sur les étals. Eh bien, Ailleurs a repris cette analogie en désignant dès le départ le successeur qui prendra la suite du leader de la micro-entreprise si celui-là n'atteint pas ses objectifs. Donc voilà, il y a une espèce de concurrence interne qui est valorisée, une sorte de compétition interne qui est valorisée à l'intérieur de chacune des micro-entreprises. Alors, si je peux juste rajouter une dernière chose sur cette partie micro-entreprise, c'est vraiment le focus sur saisir toutes les opportunités et il faut bien se remettre en tête que Haier est déjà en 2005 et le numéro 1 chinois et c'est déjà une entreprise hyper prospère. Comme aujourd'hui, par exemple, si on avait le PDG d'Airbus, pour le coup, je prends un exemple régional, qui a un carnet de commandes rempli à 4-5 ans et qui dit à son board, je vais changer l'organisation, je vais tout casser. Donc, il faut se rappeler, enfin, faut un peu remettre en perspective, c'est qu'il a changé toute l'organisation alors qu'il est vraiment déjà numéro 1. Parce qu'il y a vraiment cette obsession chez Zhang. Et peut-être deux exemples par rapport à ce côté zéro distance, qui est d'inspiration américaine d'ailleurs, le zéro distance. Donc ce que j'ai dit au tout début, c'est que ils ont alors l'opportunité, ils ont découvert qu'il y avait un marché sur les PC de gamers. Et au sein d'Haier, qui à la base fait de l'électroménager, ils ont décidé de monter, d'allouer des fonds pour créer cette entreprise. Et aujourd'hui, cette entreprise qui s'appelle Thunder Robot est complètement profitable et presque est devenue une entreprise à part entière. Donc là, il y avait un nouveau marché que certaines personnes ont détecté. Ils se sont dit, il y a une opportunité, il y a un besoin, il y a une opportunité. Est-ce que vous êtes prêt à miser avec moi pour adresser ce nouveau marché? Donc ça, c'est vraiment le côté à l'affût de tout. Et ça, on le retrouve aussi dans la culture managériale en Chine. Et le deuxième exemple, un peu moins glamour, mais on le cite régulièrement, c'est que ils se sont rendus compte que certains lave-linges dans les campagnes avaient beaucoup de défauts et beaucoup de retours. Et après une enquête, ils se sont rendus compte que les personnes et les agriculteurs utilisaient leur lave-linge pour nettoyer les pommes de terre, enfin pour laver les pommes de terre,
pour qu'elles soient vendues plus cher sur les marchés. Par rapport à ce constat, ce qu'ils ont fait, ils ont créé une nouvelle série de lave-linge adaptée avec plusieurs filtres, etc., pour répondre aux besoins. Il n'y a pas eu, alors même si la marque Haier c'est du haut de gamme, il n'y a pas eu cette arrogance de dire finalement l'utilisateur ou le consommateur a un usage détourné de mon produit, le problème c'est lui. C'est effectivement ils l'utilisent d'une autre manière à laquelle on avait pensé. On va créer un produit, on va s'adapter pour ce besoin-là. C'était sûrement pas le marché de masse, mais voilà, c'est plus la philosophie de dire on ne doit rater aucune opportunité. D'accord. Alors, donc, les micro-entreprises, c'est la première brique. Je crois que vous allez nous parler maintenant des plateformes. Exactement. Donc, la deuxième brique, ce sont les plateformes. Puisque, en fait, ces micro-entreprises, c'est très bien, ça fonctionne, on l'a vu, mais ça introduit de la complexité, surtout quand on en a des milliers. Et donc, il y a eu un sujet, c'est comment est-ce qu'on peut quand même organiser tout ça. Et donc, la réponse qui a été apportée, c'est les plateformes. Donc, qu'est-ce qu'une plateforme? En fait, on pourrait prendre l'analogie de la place de marché telle qu'on a chez nous. Donc, on connaît par exemple les places de marché comme celle d'Amazon ou comme celle d'Alibaba, où vous avez en fait plusieurs acteurs qui sont présents en même temps pour proposer leurs services. Eh bien, Ailleurs a repris le principe, mais de manière beaucoup plus souple. Donc, dans le domaine, par exemple, de la logistique ou dans le domaine des ressources humaines, chaque micro-entreprise peut venir proposer ses services sur une plateforme. Donc, il y en a une qui est très connue qui s'appelle Cosmoplat, par exemple, pour la petite histoire. Et donc, chaque micro-entreprise peut proposer ses services et les autres peuvent choisir, mettre en concurrence, un petit peu comme on le ferait sur une place de marché. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est extrêmement souple et rapide. Il est possible pour un acteur interne ou pour une société externe, par exemple pour un fournisseur externe de Haier, de venir s'inscrire sur la plateforme sans qu'il y ait forcément un contrôle très strict a priori des conditions pour la rejoindre. On est plutôt dans un contrôle a posteriori, donc un petit peu à la manière wiki, qui n'est pas pour me déplaire. Donc une grande confiance qui est apportée au départ, chacun peut apporter sa brique, et ensuite, eh bien, en fait, c'est la loi du marché. Si les fournisseurs trouvent des clients sur la plateforme, c'est très bien. Sinon, en fait, elles sont éjectées d'elles-mêmes. Et ça a donné lieu, en fait, à l'apparition de véritables écosystèmes, de véritables chaînes de valeur, dont certaines sont très originales. On peut par exemple prendre le cas de l'écosystème du canard laqué, figurez-vous. Donc le canard laqué, c'est effectivement un plat emblématique de la cuisine chinoise, surtout de la cuisine du Nord et de la cuisine de Pékin. Et c'est délicieux, mais c'est très compliqué à préparer. Donc en fait, la plupart des Chinois se rendent habituellement au restaurant pour en déguster. Et en fait, quelqu'un chez Haier a identifié une opportunité de marché. Il a pris contact avec un éleveur de canards parmi les meilleurs de Pékin. Il a pris contact avec des micro-entreprises fabriquant des fours qui étaient destinés au grand public. Et à partir de ça, en fait, ils ont mis en place un système d'abonnement pour le consommateur final qui, au lieu en fait d'acheter un four, va devenir l'utilisateur d'un service de canard laqué as a service, canard laqué à la demande, où en fait chaque consommateur va effectivement recevoir le four, mais va aussi avoir un abonnement pour recevoir des canards qui ont un bon gabarit, parfaitement adaptés pour le four, recevoir des ingrédients également d'autres fournisseurs, des maraîchers pour faire cuire le canard dans les bonnes conditions. Le four est intelligent, donc en fonction de la masse du canard, il va automatiquement adapter la température de cuisson, le temps de cuisson, etc. Et donc, on avait un véritable écosystème qui s'est créé depuis l'éleveur, qui évidemment ne fait pas partie de Haier, mais qui a trouvé un marché et des débouchés extrêmement importants, les maraîchers dont on parlait pour les ingrédients, et puis les micro-entreprises qui fabriquent les fours ou les équipements matériels à l'intérieur d'Haier. Et tout ça, ça a été géré grâce à ce système de plateforme. D'accord. Donc vraiment une bonne manière de fédérer une chaîne de valeur.
Alors, Jérôme et Youssouf, il y a peut-être des questions. Vous me dites si vous voyez des questions dans le chat ou pas. Est-ce qu'il y en a ou pas? Pas de nouvelles. Ok. Bon, Je ne moi, vois j'en pas pour avais une. Du l'instant. coup, ce dirigeant, ce CEO, Jiang, c'est ça? Comment conçoit-il aujourd'hui son rôle dans cette myriade de micro-entreprises et dans cet écosystème qu'il a créé? Alors, Zhang, là pour le coup, ça fait 1 an qu'on s'intéresse au personnage, même s'il a pris un peu de retrait dernièrement. Euh, et Jérôme avait fait un article sur lui très intéressant, c'est le patron philosophe. Alors, il y a quelque chose enfin, assez flagrant, c'est il a beaucoup écrit, il aime bien les métaphores. Et typiquement, pour reprendre certaines métaphores sur les micro-entreprises, il disait, mon entreprise, ça doit être comme un jellyfish, comme sans système central et uniquement avec des tentacules. Pour lui, c'était les micro-entreprises pour capter les différences, les différents signaux du marché. Et surtout, et son rôle clé alors, dans les différentes transformations de l'entreprise, ça a été vraiment de créer une nouvelle organisation, d'être l'architecte en chef par rapport à cette organisation. Et un des points par rapport à finalement certaines méthodes de management libéré, enfin clairement la place du président, oui, alors c'est une méduse, effectivement, j'avais plus le mot en tête, mais clairement, il ne prône pas l'absence du président, l'absence de direction. La direction reste forte, c'est elle qui a insufflé ces changements radicaux, parce que clairement, on n'est pas là pour édulcorer les choses, mais le passage d'une entreprise traditionnelle, matricielle, avec toutes les fonctions support, aux micro-entreprises, ça s'est fait avec le départ de 12 000 personnes. Et ça, c'est complètement assumé par la direction. Voilà. Enfin, il y a eu un choix hyper fort qui a été fait. Et un des points aussi de Zhang, c'est sa radicalité. C'est rarement à mi-chemin ou c'est rarement des demi-mesures. Voilà. Mais il y a clairement cet effet-là, ce côté architecte et surtout, ce que lui prône, c'est de se dire je fais l'effort d'embaucher des personnes compétentes, du coup je leur laisse manager leur micro-entreprise, je leur laisse savoir qui elles doivent recruter, comment elles doivent les payer, quel est le nouveau marché à adresser, comment y aller et de quoi elles ont besoin en termes de ressources financières ou humaines. Donc tout ça, mais les employés que j'ai recrutés, ils doivent savoir le faire. Il s'est avéré qu'ils savent le faire, ils savent le faire très bien. Après, ils ont aussi besoin de support. Et du coup, le CEO, lui, il est toujours présent. Il a, on va dire, un vrai regard sur les plateformes, comment elles se transforment ou pas. Et finalement aussi, est-ce que j'alloue des fonds pour cette micro-entreprise, pour telle autre? Et est-ce que mon organisation fonctionne au sens où est-ce que, alors je ne sais plus quel patron, peut-être Jack Welch en parlait, est-ce que le taux de changement ou la capacité à changer en interne, elle est globalement la même que que le changement que je vois à l'extérieur? Effectivement, c'était son point de départ en 2005. C'est à un moment donné, il s'est dit, j'ai appliqué toutes les méthodes managériales, matricielles américaines, et je m'aperçois que à l'extérieur, avec Internet, etc., il y a des changements qui vont très très vite. Et je ne suis pas sûr que moi, en interne, avec mon organisation, je sois capable de suivre. Et un des exemples clés que je cite, c'est donc ils ont racheté en 2016 la partie électroménager de General Electric, donc c'était leur côté mondialisation, donc pour 5 milliards de dollars. Et 4 ans plus tard, donc chez General Electric électroménager aux États-Unis, donc leur go-to-market, ils sont capables de mettre sur le marché un produit en 2 mois, alors qu'avant ils étaient à 8 mois. Donc voilà, c'est simplement
Comment arriver à ce genre de choses? Alors, c'est pas en ayant plus de management, plus de direction, c'est vraiment en laissant le plus d'autonomie aux différentes personnes. Alors, il nous reste 5 minutes. Et alors, oui, quand on a préparé ce webinaire, vous avez évoqué le terme de management quantique. Alors, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Oui. Je laisse Alors, en Jérôme. fait, comme le mentionnait Youssouf, Djang est connu comme le patron philosophe. Donc en fait, son histoire personnelle a commencé par un coup de foudre pour un bouquin de Peter Drucker, qui était, je crois, The Effective Executive, le patron, le manager efficace. Donc c'est ça qui était le départ de sa réflexion. Mais il a continué à lire en permanence. Et à partir de 2005-2012, quand il a atteint le plafond de verre que je décrivais tout à l'heure, il a voulu en fait retourner aux racines chinoises un petit peu. Et donc, il s'est replongé dans les philosophies comme le confucianisme et surtout peut-être le taoïsme. Et en fait, le taoïsme, alors je ne suis pas du tout un spécialiste, je ne suis pas non plus un spécialiste de la mécanique quantique, mais d'après ce que j'ai compris, on retrouve pas mal d'idées un petit peu communes entre le taoïsme et la mécanique quantique. Un exemple, par exemple, c'est la dualité onde-particule qu'on retrouve en mécanique quantique. Donc, la lumière est à la fois corpusculaire, composée de photons, et en même temps, c'est une onde. Eh bien, c'est quelque chose qu'on peut aussi un petit peu retrouver dans le taoïsme, où les choses ne sont jamais vraiment ce qu'elles semblent être, et où on peut avoir à la fois pas mal de flexibilité, et puis beaucoup d'imprévisibilité. Et donc, Djang a appliqué en fait cette manière de voir en se disant, bon, il faut qu'on relâche un petit peu de contrôle, qu'on n'essaye pas de prévoir absolument tout ce qui peut se passer dans l'entreprise avec un management rigide, mais au contraire, on va laisser les choses se faire. Donc ça, c'est très taoïste aussi. On va éviter d'intervenir là où c'est pas nécessaire. On ne va pas micromanager. On va laisser en fait les managers et les salariés exprimer ce qui est en eux. Les bonnes idées, elles vont venir d'eux, elles vont venir de la base. Et le top management n'est là que pour créer les conditions favorables à l'émergence du succès, des idées, des modèles économiques gagnants. Voilà. Et en fait, c'est ce phénomène d'émergence qu'on peut un petit peu retrouver, semble-t-il, dans la mécanique quantique. Voilà, donc ça, c'est un des exemples. Un autre exemple, puisqu'on parlait de la dualité onde-particule, c'est que finalement, chez Ailleurs, on a à la fois des tas de micro-entreprises qui sont un petit peu comme des particules, séparées les unes des autres, et en même temps, ça fait un tout cohérent, puisqu'on a quand même la stratégie du groupe qui peut quand même diffuser un petit peu à la manière d'une onde à l'intérieur de l'ensemble du groupe. Mais tout ça, ce sont des analogies. Il ne s'agit pas évidemment de dire que le management va être quantique et d'essayer d'appliquer vraiment des théorèmes. C'est plutôt des analogies, des métaphores qui servent à nourrir la réflexion. J'avais interrogé il y a quelques mois l'entreprise Cash and Repair qui pratique une certaine forme d'holacratie dans ses équipes. Bertrand Lépinot, le patron, m'avait expliqué effectivement que grâce à cette organisation, les salariés avaient inventé une machine qui permettait de dessouder les smartphones et donc de les réparer et de favoriser leur réemploi. Donc c'est tout à fait en phase avec ce que tu dis, Jérôme, et les bénéfices sont tangibles, bien entendu, quand on applique ce genre d'organisation. Est-ce que vous voulez... on a une question dans le chat. Une question. Donc, il y a une question intéressante là, alors d'un anonyme. Quid de la transposition de ce modèle dans des cadres juridiques, régulatoires et culturels radicalement différents? Alors, deux, trois éléments de réponse. C'est une multinationale. Donc, ils ont racheté des sociétés au Japon, en Nouvelle-Zélande, au Pakistan, aux États-Unis, et ils ont aussi racheté Candy. Et aujourd'hui, alors, ils ont une latitude par rapport à l'application du modèle. Ce sont vraiment des principes. Typiquement, le PDG actuel de General Electric, GEA, Appliance, il a passé 1 an en Chine avant de lui-même appliquer le modèle. Et il y a des choses qu'il a pris, pas tout.
Et clairement, par rapport au cadre juridique et régulatoire, alors typiquement, il y a beaucoup de variables. En Chine, il y a quasiment tout le monde qui a une part de variables, alors que chez nous, c'est plutôt que les commerciaux. Donc là, il y a certaines choses qui ne sont pas impossibles à faire, c'est simplement que culturellement, nous, on ne motive financièrement que les commerciaux. Et un autre exemple, c'est qu'on a une entreprise, pour le coup, européenne, qui s'appelle Fujitsu Europe, qui a décidé depuis 2 ans de prendre ces principes-là et de les mettre en place concrètement dans ses équipes pour les nouveaux métiers qu'elle souhaitait adresser. Et donc, il y a une excellente vidéo de Bruno Sirletti que vous retrouverez sur YouTube, qui explique quels étaient les enjeux. Et a priori, il n'y a pas eu... Alors, il y a des différences culturelles, ils n'ont pas tout mis en place, mais l'idée de la micro-entreprise, l'idée de l'autonomie, a priori, ne posait pas problème à la fois au niveau juridique ou culturel. Et dernière chose pour conclure, donc en discutant avec Fujitsu, on s'aperçoit que finalement, mettre en place ce type d'organisation, c'est aussi demain recruter des personnes qui sont déjà en phase avec ce type qui sont déjà en phase avec ce type de fonctionnement. Tout le monde n'est pas compatible avec le côté micro-entrepreneurial ou entrepreneurial tout court, mais le fait qu'ils aient mis en place cette organisation fait que les nouvelles recrues, finalement, elles vont être naturellement favorisées par, voilà, est-ce que vous vous sentez l'âme de décider par vous-même, d'engager 5, 10, 15 000 euros par vous-même sans avoir à référer à votre N+2, et est-ce que vous vous sentez prêt de dire vous êtes redevable dans 6 mois de tel objectif à 12 mois, et quelles sont les conséquences si ça se passe mal. Voilà, donc je renvoie à Fujitsu Europe et Bruno Sirletti sur le sujet qu'il a implémenté donc, sur 5 ou 6 pays, France, Espagne, Belgique de mémoire, et qui, j'espère, nous fera l'honneur de rédiger notre préface. Très bien, alors on attend avec impatience la sortie de votre livre, effectivement, qui est prévue pour la fin de l'année. Jérôme Youssouf, est-ce que vous voulez conclure en disant un mot qui résume votre webinaire ? Moi, c'est le mot un peu paradoxe qui me viendrait à l'esprit, puisque Haier, c'est une entreprise chinoise, et a priori, on n'imaginerait pas justement un management affranchi du contrôle dans une entreprise chinoise, puisque traditionnellement, on est plutôt dans un modèle dirigiste, dans un modèle extrêmement contrôlant, dès l'université d'ailleurs, enfin dès l'école, où en fait il y a un grand respect pour le maître, souvent des difficultés à remettre en cause l'autorité ou à poser des questions. Et donc, pour rebondir sur la question de l'utilisateur précédent, même à l'intérieur d'une culture donnée, en Chine, ailleurs détonne. Ils sont un petit peu en rupture par rapport à la façon de manager les entreprises qui est habituelle, alors notamment dans les grandes entreprises d'État, c'est moins vrai dans le privé. Et donc, en fait, ce choc culturel, il est déjà présent en Chine même. Et je trouve aussi que c'est intéressant de voir qu'une entreprise née dans ce pays a été capable de se réinventer, de revoir complètement son modèle, en s'inspirant de l'Occident pour voir ce qui était intéressant, ce qui était bon à prendre, en également puisant dans ses propres racines pour finalement faire un modèle hybride qui aujourd'hui nous revient en retour pour alimenter notre propre réflexion en Occident sur la façon dont on peut gérer les entreprises. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors, ma conclusion, voilà, c'est finalement notre ambition, c'est peut-être de susciter la curiosité de nos compatriotes. Parce que moi j'ai tendance à remarquer qu'on regarde plutôt vers l'ouest. Notre modèle, c'est plutôt Google actuellement, ou Spotify, qui est assez inspirant. Et ce qu'on constate, il n'y a pas de raison. Comme on a regardé vers Toyota dans les années 90 par rapport au Lean, aujourd'hui, soyons curieux de tout ce qui peut se faire ailleurs dans le monde. Et prenons ce qui est intéressant, ce qui nous semble pertinent,
Et après, mettons de côté ce qui semble trop culturel. Mais en tout cas, voilà, c'est cette manière de dire ouvrons-nous les yeux et ne regardons pas que à l'ouest, regardons aussi ailleurs et aussi à l'est. Très bien. Bah, écoutez, si vous n'y voyez pas d'objection, je propose de clôturer ce webinaire. Eh bien, Merci Fabrice de l'avoir animé. Merci à tous ceux qui ont assisté à ce webinaire. Et donc, vous pourrez retrouver les slides sur chinesemanagement.com et je vous invite également à suivre le blog pour être informé de la sortie du livre. Très bien. Merci à vous deux. Merci à tous. merci. Au revoir. Au revoir.